Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on raconte souvent le petit chaperon rouge pour alerter les enfants sur les dangers du monde extérieur et pour les dissuader de parler aux inconnus. Et si on faisait fausse route? C'est l'hypothèse de Lucille Nova et elle est sacrément convaincante. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est l'anniversaire du 11 septembre 2001 aujourd'hui. Sujet évidemment qu'on étudie en classe, on l'a vu hier d'ailleurs, mais il est également omniprésent dans la culture populaire. Alors, petite sélection commentée avec Guillaume. L'heure de la récré, toujours avec lui, et ce portrait d'une ado qui a eu une idée pour économiser des milliers de litres d'eau. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris, notre prof doc fait sa rentrée pour vous raconter les années collège. Et dans son sac aujourd'hui, des trousses, plein de trousses. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût pu voir. Sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. Vous aurez reconnu le début du Petit Chaperon Rouge dans la version de Perrault, une histoire qu'on a toutes les chances de connaître du moment qu'on n'a pas grandi seul dans la forêt, écrit Lucille Nova dans un livre aussi vif que concis, acéré, érudit, drôle, mais aussi vertigineux. Oui, j'ai aimé, je vous vends la mèche tout de suite, le titre de Grande Dent, le sous-titre Enquête sur un petit malentendu. Il vient de sortir à la découverte dans la collection Zone. Lucille Nova, bonjour. Bonjour. Quand vous écrivez pas des bouquins formidables, vous enseignez le français en collège, en Seine-Saint-Denis, et vous profitez également des suites de ce master de création littéraire de l'Université de Paris de Saint-Denis que vous avez suivi et qui n'est peut-être pas pour rien dans la plume absolument merveilleuse que vous avez. Votre livre sur le Petit Chaperon Rouge, il fonctionne un peu comme une poupée gigogne. Alors si vous voulez bien, on va ouvrir au fur et à mesure. Première de ces poupées, c'est la plus évidente, c'est une relecture du Petit Chaperon Rouge avec cette thèse qui est la vôtre. Le conte met en garde non pas contre les dangers extérieurs incarnés par le loup, mais contre la prédation incestueuse au sein de la famille qui, elle, est symbolisée par la grand-mère. Oui, tout à fait. C'est en effet le premier niveau, le premier fil que je vais suivre en effet et tirer tout au long de mon texte. On le voit plein d'indices en fait. Vous nous dites, lisez le conte, les indices sont nombreux, on peut peut-être en citer quelques-uns. Oui, c'est ça en fait. C'est qu'à partir du moment où, en fait, je sais pas très bien comment ça me vient, mais j'ai une espèce de quelque chose qui se déverrouille en moi, de dessillement. D'un coup, j'y vois clair et je me dis, mais dans le Petit Chaperon Rouge, en fait, le danger vient de l'intérieur, de l'intérieur du foyer et donc de la grand-mère. Et à partir de ce moment-là, je me prends pas totalement au sérieux. Je me dis c'est drôle, je suis à moitié convaincue et j'entreprends d'écrire vraiment un petit texte, un petit article d'analyse littéraire, quoi, de relecture, en me disant voilà, il y aura de la mauvaise foi, ce sera rigolo, etc. Et en fait, plus j'avance, plus ce petit jeu devient très sérieux parce que je suis convaincue. Alors vous avez cité, je vais pas tout redérouler, mais vous avez cité la première phrase et sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Dès la première phrase, en fait, c'est louche. Et puis ensuite, en fait, le conte est empli de failles, de zones d'ombre qui ne demandent qu'à être... C'est comme un petit poussé avec des cailloux qui sont posés absolument partout. On va en donner quand même un deuxième. Moi, ça m'avait beaucoup frappé, ce « ma fille », c'est-à-dire que le loup appelle l'enfant. Avant de la dévorer, il lui dit « ma fille ». Donc c'est de la famille, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment ça qui est intéressant dans les contes en général. Et dans celui-ci, ça s'y prête particulièrement. C'est le fait que tout est tellement écrit au cordeau. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Ces contes, c'est des petits objets précieux, parfaitement ciselés. Et du coup, tout est significatif. Et c'est pas tellement qu'il y a des couches de sens superposées les unes sur les autres. C'est plutôt qu'en fait, il y a des zones de mystère, il y a des zones d'ombre. Mais c'est vrai pour d'autres contes, dans Barbe Bleue, qu'a fait la première femme de Barbe Bleue pour finir dans ce placard, par exemple. Et du coup, cette répétition de la fameuse ritournelle finale, comme vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'enlacer, mon enfant, etc. Le prédateur, donc la personne qui est dans le lit, va répéter mon enfant à la fin de chaque phrase. Mais dans la première de ces réponses, en fait, il y a un ma fille qui s'est glissé à la place de mon enfant et qui interroge. C'est pas un hasard. Ma fille, alors même, dites-vous qu'on n'est même pas sûr que le petit chaperon soit une fille.
Oui, alors il y a vraiment un jeu sur la fluidité des genres, un trouble dans les genres. Vous avez compté quand même, vous vous souvenez de votre décompte? Oui, alors je crois qu'il y a 13 occurrences du féminin, donc les Perrault, du féminin pour parler du petit chaperon rouge, et 10 au masculin, ce qui est quand même c'est quasiment conséquent. Oui, c'est quasiment équivalent. Et ce qui mène d'ailleurs à des espèces de bizarreries grammaticales. Puisque, par exemple, dans l'une des dernières phrases, alors je sais pas, je la cite de mémoire, donc je sais plus exactement, mais il y a quelque chose, vraiment une incorrection grammaticale, parce que on va dire, Perrault écrit, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge et il la mangea. Et en fait, la reprise pronominale au féminin est incorrecte si on suit la grammaire de Vaugelas, quoi. Et donc c'est intéressant ce trouble. Et évidemment après, évidemment ou pas, moi cette question du genre du petit chaperon rouge, elle a été évoquée, elle a beaucoup été travaillée depuis bien longtemps, bien avant moi. Mais moi là où ça va m'intéresser, c'est d'essayer d'appliquer ça aussi aux autres personnages du conte, de me demander s'il n'y a pas une fluidité de genre de la grand-mère et même du loup. Du loup qui pourrait, écrivez-vous, être une grand-mère masculinisée ou même un autre membre de la famille. Oui, en fait, ça c'est vraiment le déclic originel qui me lance dans l'écriture, c'est de me dire, mais en fait, comme je le dis dans le livre, un enfant de 5 ans est capable de comprendre dans une fable de La Fontaine que le lion est une métaphore du roi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à voir, ou en tout cas pourquoi est-ce qu'on n'entend pas, parce que je pense qu'il y a plein d'autres gens qui ont dû le voir avant moi, mais on l'entend pas, c'est pas du tout l'interprétation hégémonique. Pourquoi est-ce que on n'arrive pas à voir que ce loup pourrait être juste la métaphore de la prédation d'un être humain, membre de la famille. Par un autre être humain. Comme bien des contes, il y a eu des versions orales avant que Perrault et les frères Grimm couchent cette version sur le papier. Elles auraient ces versions euphémisées, la violence incestueuse présente dans les versions orales antérieures. On va continuer à en parler avec Lucille Nova, l'invitée du Grand Oral, juste après l'Anti-Sèche, Guillaume Buran. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Triste anniversaire en ce 11 septembre, les 23 ans des attentats du World Trade Center à New York. Hier, on a parlé du complotisme, des fake news. C'est un sujet sur lequel les enseignants reviennent beaucoup quand ils ont à parler du 11 septembre, en cours d'histoire-géographie notamment. Aujourd'hui, on l'aborde sous l'angle de la pop culture, le 11 septembre qui est présent dans bien des films, des séries, des livres. Effectivement, alors on rappelle cet tragique événement au matin de ce mardi 11 septembre 2001. Il y a donc eu ces terroristes qui ont détourné 4 avions de ligne. On a donc le World Trade Center, les 2 tours jumelles qui se sont donc effondrées, plusieurs milliers de blessés, de victimes, un tragique bilan, on l'a évoqué notamment hier. Et donc, oui, la pop culture, c'est un événement qui a inspiré Oliver Stone, par exemple, et son film World Trade Center. Il a fait très simple, c'est sorti en 2006. Il s'est donc inspiré en fait de l'expérience de policiers après justement les attentats et l'effondrement de ces tours. Il raconte l'histoire vraie de 2 policiers qui se sont retrouvés piégés dans les gravats des 2 tours jumelles. Plusieurs membres du film d'ailleurs étaient présents le jour de l'attentat. C'est le cas de Will Jimeno. Notre devise est servir et protéger. Elle définit l'essentiel de notre mission. Lorsque nous sommes arrivés aux abords des tours et nous avons vu ces gens sauter dans le vide, pour nous avons senti un sentiment d'impuissance. Je ne connais rien de pire pour un flic, a-t-il confié, car oui, cette personne était présente lors des faits. Il est incarné dans le film, c'est une fiction, c'est un film donc qui raconte l'histoire vraie de ces 2 tours. Et je crois qu'il a réagi sur ce que lui a inspiré la vision du décor du film, de la version de fiction. Bouleversant, tout simplement. J'ai d'abord éprouvé un certain malaise, dit-il dans des interviews. Il a préféré d'ailleurs rester en retrait. Les faits étaient les mêmes que chez les pompiers, chez les policiers qui étaient présents cette nuit-là. C'était donc bon de pouvoir se retrouver tous ensemble dans ce contexte et de pouvoir en parler. Au casting, Nicolas Cage notamment, à découvrir ou redécouvrir sur les plateformes. C'est disponible notamment sur Netflix. Vous voulez tout savoir aussi sur ces attentats. C'est une belle série que je vous propose. Là encore, c'est sur Netflix. C'est une mini-série, s'appelle Turning Point, le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme. 5 épisodes, 1 heure. Vous les dévorez littéralement, des images, le son dramatique des attentats pour raconter tout simplement ce qui s'est passé. Le réalisateur, c'est Brian Knappenberg. S'est intéressé donc à ce moment très décisif, les turning points, comme on les appelle tout simplement, de la politique des États-Unis qui ont transformé la place dans le monde. Donc pour
dérouler un petit peu ces événements et en saisir l'impact, il est allé remonter le temps et il a surtout rencontré des personnes qui étaient présents et qui ont vécu tout simplement ce 11 septembre. Par exemple, vous allez retrouver le témoignage du chef de cabinet de la Maison-Blanche. À l'époque, c'était George W. Bush, on s'en souvient. L'ancien chef des Moudjahidines également, un responsable du FBI, de la CIA, des journalistes, des militaires, des militants, des avocats également, qui étaient présents. Vraiment, si vous avez Netflix, n'hésitez pas à regarder, ça s'appelle Turning Point, récit donc de ce 11 septembre, je vous le conseille, la guerre contre le terrorisme. Après, il y a cette question qu'on se posait également, Emmanuel, que s'est-il réellement passé le 11 septembre 2001 ? Eh bien, Spike Lee, et là aussi on a voulu mettre ça en avant, a posé cette question, il a essayé de chercher tout cela. Il n'était pas, lui, convaincu par les conclusions qui avaient été données. Il en a donc fait, lui aussi, une série documentaire en 4 parties qui s'appelle NYC Épicentre. Je vais vous la faire en français pour le 9 septembre 2001, tout simplement. C'est à, là aussi, découvrir. En fait, la destruction des tours jumelles, pour lui, ça n'a pas existé. En tout cas, pas comme on a voulu nous le raconter. Il est allé voir des adhérents de groupes conspirationnistes. On en a parlé justement de ces théories du complot hier. Ces derniers qui pensent tout simplement que le kérosène contenu dans les avions en brûlant n'aurait pas pu atteindre la température pour faire effondrer tout simplement ces tours jumelles. Une théorie selon laquelle Spike Lee adhère. Et avec ce documentaire, pour lui, le but c'était tout simplement que les personnes qui regardent puissent se faire leur propre avis. Le gouvernement américain a publié, il est bon de le noter aussi en 2004, un rapport pour cet attentat du 11 septembre. Quand même 585 pages. Si vous avez le temps, vous pouvez le lire. Une enquête pas suffisante pour Spike Lee, donc, qui espère qu'avec son documentaire, c'est ce qu'il a dit, ça permettrait aux gens de se faire une idée par eux-mêmes. On va évidemment parler de Homeland dans 3 secondes. Je précise quand même que dans la conclusion de ce passionnant rapport de la commission d'enquête américaine, c'est effectivement plusieurs centaines de pages. On s'attend qu'à la fin, ils disent il faut bombarder tout ce beau monde, raser tous les pays. Pas du tout. Ils terminent sur des questions d'éducation. Je le dis parce qu'on est sur School TV, en disant que si on n'éduque pas, si on ne donne pas leur chance et si on ne permet pas aux gens de vivre dignement, il ne se passera rien. Ce qui n'est pas exactement la politique que les États-Unis ont suivie par la suite. Mais c'était dans le rapport d'enquête de la commission. Effectivement. Il y a une série qu'on voulait mettre aussi à l'honneur. On a évoqué Homeland, forcément. Effectivement. Si vous l'avez vu, le générique, déjà rien que ça, on y voit les images justement de ce 11 septembre. Alors là aussi, le concept de cette série, en 6 saisons, si ma mémoire est bonne, l'idée, c'est d'évoquer justement ce 11 septembre et la suite. Là encore, ce qu'il s'est passé, les guerres en Afghanistan, la guerre en Irak également, avec tout simplement des agents de la CIA qui sont mis en avant. L'idée, c'est de parler de cette bataille qui s'est livrée donc entre les États-Unis et puis le Moyen-Orient avec les guerres qui ont suivi. On en a parlé notamment hier. Et vous avez encore 2 saisons à regarder parce que je crois qu'il y en a. C'était 8. Merci beaucoup, cher Guillaume. On a ouvert une première poupée gigogne du livre de Grandes Dents de Lucille Nova. On va en ouvrir d'autres, grand oral. Le tabou de l'inceste, tel que théorisé par Claude Lévi-Strauss, consiste moins à interdire sa pratique qu'à interdire d'en parler, écrivez-vous dans le livre. On a ce souci de préserver le secret dans les propos, notamment de la mère, dites-vous, dans Le Petit Chaperon Rouge. Oui. Oui. Alors, peut-être, oui, en effet, dans le texte, du coup, dans Le Petit Chaperon Rouge, il y a cette autre bizarrerie que je vais prendre comme un indice, qui est que au départ de la maison, en fait, la mère ne met pas en garde la petite fille sur les dangers de la forêt, comme on pourrait l'imaginer, parce que la lecture hégémonique du conte est tellement axée sur l'idée que la petite fille serait un peu punie d'avoir traîné. Traîner à l'extérieur et d'avoir été un peu frivole. En vérité, déjà, c'est pas là qu'arrive le danger. Et puis, par ailleurs, en fait, sa mère ne lui a rien dit. Donc, c'est pas comme si elle désobéissait à quelque chose. Or, sa mère, en fait, lui a transmis une mise en garde, un conseil, un seul, qui est lorsque tu arriveras, n'oublie pas de dire bonjour à ta grand-mère et ne va pas fureter dans tous les coins. Exactement. Et commence pas à regarder dans tous les coins. Voilà, donc ce conseil, du coup, au prisme de la lecture que j'en propose, devient une espèce d'injonction à ne pas aller fouiner. Et moi, je le prends presque comme ne pas aller voir ce qu'il y a dans les zones d'ombre du foyer. Et pour ne pas
aller voir dans les zones d'ombre du foyer, pour ne pas aller voir l'inceste, pour dire les choses. On insiste sur les camionnettes blanches dans lesquelles il ne faut pas monter à l'extérieur, sur les méchants messieurs dehors, et ça produit un discours écran pour cacher la réalité des violences intrafamiliales, la réalité de l'inceste. Et vous citez, parce que c'est une enquête, votre bouquin, et vous citez notamment les chiffres de la Ciivise. Et là, c'est implacable. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, donc, après avoir déroulé ce premier fil, qui est vraiment une proposition littéraire de réinterprétation du conte, en effet, ce qui va m'intéresser vraiment fondamentalement et ce qui va guider ma démarche pour en faire en fait un livre qui certes se veut ludique, mais dont la démarche est sérieuse, parce que je veux être à la hauteur de la cause des enfants, c'est que ce qui va m'intéresser, le cœur de mon enquête, ça va être en réalité la question du tabou. Et pourquoi est-ce qu'il y a comme ça une lecture aussi réductrice et présentée vraiment comme une évidence totalement naturalisée. Et du coup, c'est là que Dorothée Ducy notamment et ses travaux sur donc le tabou de l'inceste et l'idée que le tabou ce serait pas tant de le pratiquer mais en fait d'en parler, elle vient à mon secours et je m'appuie beaucoup sur elle pour essayer d'expliquer ça, et ça va me mener du coup, et pour ça je pense que vous parliez de gigogne, même dans le texte principal, on parlera peut-être après des notes de bas de page, mais dans le texte principal, au-delà de ce fil où je suis le petit chaperon rouge, ce fil rouge, en fait, une fois déverrouillé sur cette question-là, je vais me mettre à un peu regarder le reste de notre imaginaire collectif, de notre culture commune, et me demander, voilà, qu'est-ce qu'on fait dire aux histoires ? Qu'est-ce qu'on fait dire aux histoires qu'on nous raconte, qu'on nous transmet ? Et donc, je me mets en effet à parler de ce fantasme de la camionnette blanche, de l'inconnu qui nous attendrait à la sortie de l'école avec une poignée de bonbons, dont on parle énormément, qui est vraiment la mise en garde transmise aux enfants. Alors vous donnez les chiffres de la Ciivise, dans 92% des cas, la victime connaît son agresseur. Dans les cas de violence intrafamiliale, près d'un cas sur deux a lieu en présence d'autres membres de la famille, et finalement seul, ce qui est toujours énorme, mais bref, 8% des agressions pédocriminelles sont perpétrées par des inconnus. Pour arriver aux notes de bas de page, on va ouvrir encore une poupée gigogne, si vous voulez bien, celle de la littérature, du cinéma, de la pop culture. Il y a beaucoup de références dans vos textes, à Twin Peaks, à Violette Nozière, évidemment à Neige Sino et à Triste Tigre. Et vous-même, vous avez produit un récit très littéraire. Je vous remercie de dire ça. Oui, c'est accessoirement plein de punchlines très drôles. On rit par moments, pas tout le temps, je dois dire. Le bouquin reste très sérieux. Merci. J'espère. En fait, ma démarche, c'est-à-dire, je pense que peut-être un des effets comiques, mais qui est, je pense, significatif dans ce que j'essaye de faire, c'est que, certes, je présente ma théorie de ma relecture du Petit Chaperon Rouge avec un certain aplomb. Voilà. Mais, et parce que je suis moi-même, en effet, assez convaincue de ce que je raconte. Mais je le fais quand même dans une forme de mise en scène, avec une espèce de dispositif où je vais un peu me grimer moi-même avec ma pipe, mon monocle de Sherlock Holmes. Et c'est pas simplement un effet comique qui pourrait créer de la complicité avec le lecteur. C'est aussi une manière de marquer le fait que je ne veux pas répondre sur le même terrain aux tenants d'un discours hégémonique qui voudrait nous faire peur avec la figure de l'étranger. C'est-à-dire, je veux pas dire « vous dites que le conte dit ça, moi je dis que le conte dit ça ». Voilà, c'est pas exactement ça. Bien sûr, j'ai ma lecture, je pense qu'elle peut être intéressante politiquement et j'en suis moi-même très convaincue, j'espère qu'elle convaincra beaucoup de gens, mais le fond de ma pensée, c'est quand même que le problème, c'est de vouloir réduire un objet littéraire à un sens univoque. Ça veut dire ça et pas autre chose. Ça veut dire ça et pas autre chose. En fait, le conte est juste une espèce de petite disquette morale, de petite capsule qu'on peut utiliser en... Facile à mémoriser, tout le monde connaît. Voilà, en pratique. Éducation civique, c'est bien, comme ça les enfants apprennent les bonnes manières. Ouais. Heureusement que c'est pas ça, sinon ce serait vraiment ennuyant de mourir. Et donc, j'espère, mais c'est pas à moi de le dire, que mon propre texte n'est pas un simple discours qui dirait non, moi je vous dis que c'est ça, voilà, c'est pas académique, mais que c'est au contraire lui-même un objet littéraire qui a ses failles, ses zones d'ombre, et voilà. Que se passe-t-il dans les notes de bas de page de Grande Dent? On va le voir juste après la récré avec Lucille Nova, invitée du Grand Oral. Mais pour l'instant, Guillaume Buand, la récré.
Une ado dans cette récré, cher Guillaume, qui a une idée absolument formidable pour sauver ou sauvegarder, préserver des milliers de litres d'eau. C'est un article que l'on peut découvrir dans le magazine L'Actu. Oui, qui est paru mercredi 4 septembre. Si vous souhaitez le feuilleter, comme vous le savez, en France, on a eu des communes qui ont pris des mesures drastiques pour économiser l'eau potable, comme par exemple plus d'accès à l'eau potable et l'eau du robinet entre 14h et 6h du matin dans certaines villes. Les nappes phréatiques étaient basses à cause de l'effort de chaleur et du réchauffement climatique. C'est pourquoi les mairies ont pris ces arrêtés. Un chiffre sur le gaspillage de l'eau ? Oui, complètement. L'utilisation en tout cas ? Par jour, sachez-le, au moins 3 litres notamment par douche, tout simplement lorsque nous attendons l'arrivée de l'eau chaude. Ah oui. Donc en fait, vous en perdez tout simplement 3 litres. D'accord. Il faut le même le savoir. L'hygiène corporelle, ça représente 39% de notre consommation d'eau et on en gaspille beaucoup trop. Alors je vous emmène donc en Australie puisqu'on a une jeune lycéenne de 14 ans qui a déjà pris conscience en fait de ces enjeux environnementaux et qui a donc trouvé une solution pour économiser l'eau. Une jeune fille qui s'est aperçue qu'à chacune de ses douches, elle perdait 5 litres d'eau en attendant l'eau chaude. Alors quand son école lui a confié son projet, et un projet pour limiter le gaspillage de l'eau, elle a imaginé, travailler dessus. Elle conçoit ainsi un petit appareil. Aidée de ses professeurs, elle l'a baptisé Aqualoop. Vous nous décrivez ça ? Bien sûr, je vous décris, rassurez-vous. C'est un dispositif qui se place en fait dans le toit et qui évite que l'eau ne soit gaspillée, de sorte qu'elle ne sorte même pas de la pomme de douche et qu'elle revienne en fait au système d'eau chaude directement ou à la source de notre système. En gros, c'est, si vous voulez, une sorte de rouleau n'est jamais gaspillé, au contraire, elle est réutilisée. Ce système est un circuit donc imprimé de tuyaux, de capteurs de température là aussi pour savoir quand est-ce que l'eau est chaude et ainsi, lorsqu'elle est chaude et à bonne température, c'est là où vous allez pouvoir l'atteindre. Et donc, en fait, à terme, il n'y a pas de gaspillage, c'est un circuit tout simplement fermé. Sachez que son invention lui a quand même valu le titre de meilleure jeune inventrice de la province de Nouvelle-Galles, c'était l'an passé. Et elle a même tellement impressionné qu'elle a le fondateur et le PDG d'EduTech Australia qui s'est intéressé à son projet, le PDG qui l'a parrainé pour qu'elle participe à un programme d'entrepreneurs contre 200 autres participants. Elle a remporté le premier prix dans son état, l'assurance du soutien aussi d'EduTech Australie pour commercialiser. Il faut quand même savoir, si vous êtes une famille, vous avez 4 personnes, pour terminer. Juste un petit chiffre, 7000 litres d'eau gagnée. Par an, j'imagine. Par an, exactement. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Merci beaucoup, cher Guillaume, et bravo à elle. Encore une poupée gigogne à découvrir. On doit en être à la 4e, si j'ai bien compté. Lucille Nova, Grand Oral. Et c'est dans les notes de bas de page de Deux Grandes Dents, enquête sur un petit malentendu, qu'on va trouver une 4e poupée gigogne. C'est vous. Vous comme femme, vous comme fille, vous comme enseignante, puisque tout au long du texte filent ces notes de bas de page qui prennent parfois plus de place que le texte, qui sont qui évidemment dialoguent avec lui, mais qui sont un texte à part entière et qui racontent l'histoire d'un dévoilement. Oui, tout à fait. Il y a en effet ce dispositif sur la page qui s'est un peu imposé à moi, qui n'était pas tellement prémédité, où apparaissent donc en note de bas de page des fragments, des bribes de, disons, mon histoire familiale, ou peut-être pour être plus précise encore et pour vraiment montrer le lien avec le texte principal, disons, une manière d'interroger les histoires qu'on nous transmet. Voilà. Donc, et qu'on ne nous transmet pas. Et celles que l'on tait, bien évidemment. J'avais 25 ans, écrivez-vous, lorsque ma mère m'a confié le souvenir odieux et trouble qu'il avait assailli presque 3 décennies plus tôt. Elle n'avait jamais rien dit. Oui, c'est ça. En fait, c'est évidemment, je pense, ce qui me pousse à écrire ces notes de bas de page, c'est donc cette question d'un secret porté par ma mère d'une relation, d'un événement incestueux. Ouais. Mais en fait, ce qui va m'intéresser, en tout cas ma démarche, c'est pas tant de raconter ça, on n'est pas tellement dans le domaine du témoignage, c'est plutôt vraiment comment est-ce que cette information que j'ai assez tard, dans ma vie de jeune adulte, comment est-ce qu'elle était audible en fait par la transmission d'autres histoires, d'autres récits, de films, les histoires de famille, des espèces d'anecdotes familiales qui prennent toute la place et on se rend compte après que celle-ci était un peu fausse, etc. Et en fait, c'est une histoire qui est vraiment très banale. Et
A posteriori, en tout cas, quand je regarde le texte, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fichu là avec mes notes de bas de page. J'ai l'impression que c'est un peu la partie inconsciente du texte, voilà, qui se tisse de manière un peu le pourquoi de ce texte quand même, ouais, le pourquoi de cette enquête, mine de rien. Vous avez dit c'est plutôt une chambre d'écho, un théâtre d'ombre. Je vous cite dans un entretien que vous avez donné autour de ce texte. Et effectivement, pas un témoignage, c'est pas un triste tigre bis de Neige Sino, ce très beau livre qui était sorti l'année dernière chez POL. Mais ça raconte autre chose. C'est quand même un autre dévoilement. Donc, la femme que vous êtes, la fille de sa mère, mais aussi l'enseignante, et à travers les moments où vous allez aborder le sujet avec des élèves de 6e. Et au moment où la parole sort, ça vous fait quoi, vous, comme enseignante, quand les élèves partent, une fille s'approche de vous, je vous cite, c'était pour vous dire, ce qu'a raconté telle copine, Louisa en l'occurrence, moi aussi ça m'est arrivé avec mon oncle. Et là, quand on est enseignante, et femme, et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie ça, alors, je pense que je préfère parler du texte que de la vraie vie, dans le sens où c'est bouleversant, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que ça. En revanche, peut-être justement, quand je disais que c'était un peu l'inconscient du texte, ces notes de bas de page, ce qui est peut-être intéressant d'un point de vue du tabou, c'est qu'en fait, cette scène que je raconte, cette anecdote, elle est très ancienne, enfin ça fait, pas très ancienne, ça fait pas si longtemps que ça que j'enseigne, mais c'était il y a 5 ou 6 ans, dans mes jeunes années de professeur. Et en fait, il m'a fallu beaucoup de temps, puisque c'est seulement l'année dernière que je me suis rendu compte de ma petite théorie sur le petit chaperon rouge. Pour que tout se mette en place. Voilà, ce que je raconte dans la note de bas de page aurait pu me mettre la puce à l'oreille. En fait, je ne suis pas indemne. Moi aussi, j'ai des œillères. Voilà. On en a toutes et tous. Il y a une 5e poupée gigogne. On va juste en dire un tout petit mot parce que l'entretien touche à sa fin. Un livre qui nous renvoie aussi à nous-mêmes, même très directement, puisqu'en appendice, il y a un conte, Barbie bleue, un conte dont vous êtes le héros. Vous savez, comme les livres dont vous êtes le héros, qui est un labyrinthe dont on ne sort qu'à condition de tricher un peu. Ce que j'ai fait sans vergogne, je vous avoue. C'est bien. Vous avez commencé par m'engueuler un peu en tant que lecteur quand j'ai commencé ce chapitre, qui doit être le 13, si je me souviens bien. Oui. Puis finalement, vous avez dit non, mais c'est pas plus mal. Il y a énormément de dimensions là-dedans. Lucile, merci 1000 fois de nous avoir accompagnés dans cette émission. Bravo, pardon de ne pas avoir pu refléter toute la richesse de ce bouquin, mais vous savez ce qu'il suffit de faire. Il suffit de le lire, c'est pas compliqué. Le livre s'appelle Deux grandes dents, enquête sur un petit malentendu. C'est la collection Zone, c'est aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Elle a fait sa rentrée en vrai. Elle l'a fait aujourd'hui sur School TV. On a le plaisir de retrouver maintenant Amélie Paris. Amélie, ravie de vous retrouver. Nous, on a fait notre rentrée il y a une semaine, mais vous faisiez votre vraie rentrée. C'était la pré-rentrée. Au collège Maurice Utrio à Paris, dans le 18e. Vous êtes professeur documentaliste, mais on vous retrouve et on en est ravis cette année encore sur School TV, dans la quotidienne, une fois par semaine, pour nous raconter les années collège. Et à l'heure où 200 collèges, ça fait environ 50 000 élèves, expérimentent la pause numérique avec l'interdiction totale des téléphones portables dans les établissements, il y a un accessoire qui, lui, n'est pas prêt de disparaître, c'est la trousse. Exactement, il ne sera donc plus possible de cacher son téléphone portable dans sa trousse. Alors la trousse, elle peut être en tissu, en plastique, en cuir, parfois les plus originales, quand on la fabrique à la main. Et c'est l'accessoire que l'on remplit avec le plus de soin pour la rentrée. Alors on y glisse tout un tas de choses, des stylos de toutes les couleurs, une gomme, un tube de colle, un correcteur, un crayon à papier, un surligneur, une paire de ciseaux. Elle est souvent surchargée, alors surtout quand on est en 6e, et elle a tendance à être de moins en moins remplie avec le temps, comme me l'a confié Mehdi, un élève qui vient de faire son entrée en 3e au collège Utrio. Alors il m'a dit, au début j'avais tout le temps, j'étais méticuleux et bien organisé. Dès que mon tube de colle était vide, je rechargeais ma trousse qui avait du mal à se fermer. Maintenant elle est presque vide, j'ai un stylo 4 couleurs, un correcteur, un crayon à papier et si tout va bien, un morceau de gomme. C'est cool ça. Oui, alors même si elle se vide avec le temps, on la garde longtemps. Elle ne se transmet pas forcément au sein de la fratrie puisqu'on l'use, on l'attache, on la laisse se décolorer, mais on l'aime et on la conserve dans un coin de sa chambre même si on ne l'utilise plus. Et puis la trousse, c'est quand même l'endroit où on planque des petits secrets, je pense, pas seulement aux antisèches d'ailleurs. Oui, alors évidemment, on conserve des petits mots qu'on reçoit parfois pendant un cours. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On pouvait donc y cacher son téléphone portable. On peut aussi la décorer pendant un moment d'égarement en pleine séance. Et puis, c'est aussi notre meilleur allié, celle sur qui on peut compter en notant, par exemple, des formules mathématiques ou des conjugaisons un peu difficiles, mais je ne voudrais pas donner de mauvaises idées. Non, vous ne donnez pas de mauvaises idées. Il y a une jeune ado qui décrit très
bien ce que vous dites dans le roman d'Agnès de Sarthe, La plus belle fille du monde, roman publié à l'École des loisirs en 2019 d'ailleurs. Oui. Alors Sandra, la narratrice, a 14 ans. Elle vient de quitter le collège et de faire son entrée en classe de seconde. Et voilà ce qu'elle nous raconte. Il est vrai que ma vieille trousse avait fait son temps. Je la trimballais depuis le CM1. Elle était à motif Elmer, mais avec le temps, le vert pomme avait viré au kaki, le blanc au gris et le jaune au verdâtre. La fermeture éclair se coinçait constamment à l'intérieur et l'intérieur était constellé de taches d'encre. Je méritais désormais quelque chose de mieux. Du cuir plutôt que du plastique, du noir plutôt que du bariolé. La nouvelle trousse dont j'avais hérité était plus belle, plus mûre, mais malheureusement muette. Et évidemment, en changeant de trousse, Sandra a perdu ses antisèches et se lamente en plein interro de maths. Un tout petit mot avant la trousse, il y avait quoi, le plumier, c'est ça? Eh oui, le plumier, cette jolie boîte, vous vous souvenez, rectangulaire en bois brut ou verni avec un couvercle à glacière ou à rotation sur 2 niveaux et qui permettait ainsi au maître de contrôler facilement le matériel de l'élève. Alors, il était de fabrication familiale ou artisanale, plus ou moins façonné et décoré. Ça pouvait être avec de jolies peintures ou simplement avec le prénom de l'élève. Et il renfermait lui aussi des trésors et de secrets. Et plus tard, le bois sera supplanté par l'arrivée des trousses molles et industrielles qui seront moins coûteuses. Alors, comme les trousses d'aujourd'hui, c'est un objet que l'écolier gardait, mais c'est aussi un objet qu'on se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un adulte possède encore dans le tiroir de son bureau le plumier de ses parents qui est devenu un véritable objet sentimental. Et Amélie, puisqu'on est dans les souvenirs, elle était comment la vôtre de trousse? Alors, je me souviens d'une boîte métallique que j'avais. Alors, ça devait être en primaire, qui était trop petite, on ne pouvait pas y mettre grand-chose. Mais à côté, j'avais ces grosses trousses, vous savez, avec 2... Ah oui, 2 bâtons. Voilà, d'un côté les crayons couleur, de l'autre côté les feutres. Et puis plus tard, j'ai eu la trousse en cuir marron, molle, que tout le monde avait, où il n'y avait plus grand-chose dedans. Vous, votre trousse, il y a des trousses de prof aussi, vous avez Je suis bordélique. J'ai beaucoup de stylos Velleda au fond de mon cartable. Vous avez plus de trousse? Non, je n'ai plus de trousse. Merci en tout cas beaucoup Amélie pour cette description sur l'évolution de la trousse, objet indispensable pour chaque élève de la maternelle à l'université. Finalement, on n'arrête jamais d'avoir des trousses, sauf Lucille qui au fond de son cartable glisse évidemment de grandes dents. Je les vole à mes élèves. Vous volez les stylos aux élèves, c'est du propre. Merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Lucille de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci aussi à toute l'équipe maquillage Laure Audemont, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur les réseaux sociaux et c'est une nouveauté de l'année. Vous retrouvez aussi le grand oral en version audio sur les principales plateformes de podcast.